Bonjour mes petits chinchillas de la Grande-Bretagne. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis présent pour la première fois dans quelques semaines, pour vous présenter mes analyses et prédictions complètes de l'UFC Vegas 35 Barboza contre Chikadze. Puis honnêtement, les boys, là, j'ai comme perdu un peu l'intérêt de faire des previews sur les dernières cartes de l'UFC parce que c'était vraiment de la merde, le line-up là, entre vous et moi. Puis je me disais, hey, de quoi je vais aller parler littéralement? C'est des combats qui existent. Puis honnêtement, cette carte-là, c'est ça un peu aussi. Mais le main event est beaucoup trop le fun pour que je n'en parle pas. Donc, c'est pour cette raison-là que je vous offre un preview, une analyse de prédiction de cette semaine parce que je voulais parler de Barboza contre Chikadze, ces deux combattants qui sont excessivement intéressants dans un match-up qui va être fascinant, là, nécessairement, qui va être très intéressant à voir comment ça va se dérouler. Donc, je suis là pour ça. Puis, on va en parler immédiatement. Edson Barboza, Giga Chikadze dans le main event de ce Fight Night-là. Puis, vraiment, c'est tout un combat parce que non seulement Giga Chikadze, il faut se le dire, a été incroyable depuis le début de sa carrière dans l'UFC, mais n'a pas vraiment été testé. Sa meilleure victoire, c'est de loin celle contre Cub Swanson. Puis c'est pas mal le fantôme de Cub Swanson là, qui a affronté dans un style match-up qui allait toujours être en faveur du combattant georgien qui est un grand et long combattant qui reste à range puis qui est vraiment un expert striker, là, on va se le dire, qui a un niveau de striking qu'on ne voit pas vraiment dans l'UFC. Puis c'est ça qui rend ce duel-là tellement intéressant parce que non seulement on se doit d'avoir le feeling que Giga Chikadze est probablement un meilleur striker qu'Edson Barboza, mais Edson Barboza a non seulement l'expérience, mais aussi exactement le style de combat qui risque de donner du trouble à Giga Chikadze. Parce que, comme je l'ai mentionné, Chikadze est vraiment le combattant qui est grand et long pour la division, qui est un expert striker, qui veut rester at range, puis qui est vraiment un sniper, quelqu'un qui ne travaille pas vraiment en volume, quelqu'un qui va essayer de, oui, lancer des strikes ici et là, des feintes aussi beaucoup, pour essayer de faire réagir à son adversaire, puis il time ses réactions. Puis là, il va lancer une feinte, puis lancer la strike qu'il veut lancer en arrière de ça. Puis c'est comme ça qu'il réussit à les lander. C'est plus avec des beaux setups qu'il va lander une grosse strike super puissante qui va terminer son adversaire. C'est pas quelqu'un qui a tendance à mettre beaucoup de pression. C'est pas quelqu'un qui va lancer des combinaisons en arrière de l'avant pour essayer d'overwhelm son adversaire. C'est vraiment un combattant qui est cérébral, qui est composé, qui reste at range, puis qui va lancer, oui, des outils de range, des petits kicks pour essayer être sûr de garder sa bonne distance, un jab ici et là, bien que c'est pas le plus grand jabber, on va se le dire, c'est quelqu'un qui sert, je vous dirais, généralement plus de ses pieds que de ses mains, puis son arme, c'est le Giga Kick, qui est son kick au foie, qui est absolument incroyable, sans avertissement, d'une brutalité complète, puis qui utilise même pour passer des head kicks finish. On l'a vu, je pense, c'est contre Jamie Simmons, si je me trompe pas. Qu'il a passé le Giga Kick au corps une couple de fois, puis là, Simmons commençait vraiment à être tanné. Puis il est vraiment très bon pour faire croire à son adversaire qu'il va lancer le kick au milieu, puis finalement, il l'envoie à la tête à la dernière seconde. Faire semblant qu'il va l'envoyer à la tête, puis le descendre au corps à la dernière seconde. C'est vraiment un expert pour ça. Puis un expert pour tout ce qui est setup pour essayer de faire réagir son adversaire, de le faire mordre à une feinte, puis là, ça écrit l'ouverture pour aller lander la strike qu'il veut, puis et il lande rapidement, il lande avec power. C'est vraiment un des meilleurs strikers qu'on a dans l'UFC, selon moi, en termes de striking pur, mais c'est un combattant qu'on a vu auparavant un peu mal réagir à la pression. Puis c'est sûr que c'était dans ses premiers combats dans l'UFC, là où il y avait encore très peu d'expérience, mais son tout premier combat contre Brandon Davis, ça a été une décision partagée. Lui, d'après aussi contre Jamal Emmers, parce que c'est deux combattants qui ont mis quand même de la pression. Puis Chikadze, soit c'est fatigué ou a été victime d'une coupe de takedown dans le combat, puis ça a fait que ça a rendu le combat beaucoup plus serré que ça aurait dû l'être. Et puis,
on s'entend qu'Edson Barboza ne va pas rentrer là et essayer de double leg Giga Chikadze. C'est lui aussi, tu sais, on connaît son style, un kicker absolument redoutable, un des meilleurs dans l'histoire de la l'UFC. Ses leg kicks sont incroyables. On se rappellera tout de son KO de par spinning back kick contre Terry Edom. On a pratiquement vu le replay de ça là, la semaine passée avec Ignacio Bahamondes, mais bref. Un des meilleurs kickers de l'histoire, oui, mais qui a vraiment réussi à évoluer sa game dans les dernières années pour devenir un assez bon pressure fighter. Ça a toujours été quelqu'un qui, justement, un peu à la Giga Chikadze, aimait plus aller de reculons, essayer de set up ses kicks, puis on l'a vu perdre contre des combattants qui y mettaient beaucoup de pression. Tony Ferguson, Michael Johnson même, Habib, Kevin Lee, Justin Gaethje, et puis même dans le rematch contre Paul Felder, qui était un combat très très serré, c'est un combat où Felder a mis plus de pression, mais depuis qu'il est arrivé à 145 livres, on voit vraiment Edson Barboza, surtout dans ses 2 derniers combats, essayer de mettre plus de pression sur cet adversaire, parce que dans son premier combat à 145 livres, entre vous et moi, il aurait dû recevoir la victoire contre Dan Ige. C'est un combat qu'il méritait. Je pense que la majorité du monde qui ont vu ce combat-là l'ont scoré en faveur d'Edson Barboza. Mais malheureusement, Ige a vraiment mis beaucoup de pression sur Barboza dans ce combat-là. Puis même si Barboza répondait constamment à ses attaques, lançait des combinaisons, touchait avec plus de coups, la pression de Dan Ige a vraiment mis beaucoup, a vraiment pesé beaucoup dans le résultat de ce combat-là. Et puis, j'ai l'impression que depuis ce moment-là, Edson Barboza, c'est juste dit, hey, je suis un gros fighter, moi, à 145 livres. C'est quand même un 5 et 11. 75 pouces de reach. Je vais avoir 1 pouce d'avantage de reach sur Chikadze qui a, je vous dirais, tendance à outreach ses adversaires. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est tellement bon pour gérer sa distance qu'il a l'air d'avoir un plus gros reach qu'il en a. Ça, c'est une très bonne possibilité aussi, là, honnêtement. Mais, tu sais, c'est un ancien lightweight, Edson Barboza, qui n'avait pas vraiment rien à se plaindre physiquement par rapport aux autres lightweights. Fait il a vieilli, oui, mais il est encore excessivement athlétique. Il est très, très gros pour les divisions, puis ça fait qu'il n'a plus vraiment peur d'essayer d'aller de l'avant puis de lander des combinaisons. Fait que, oui, c'est un combattant qui kick beaucoup, qui va être game là, de rester à range puis essayer de te chop les legs complètement, mais qui aussi a de moins en moins peur d'aller de l'avant et d'être celui qui met la pression, puisque c'est tellement quelque chose qui a coûté cher dans sa carrière de se faire mettre la pression, qui comprend comment mettre la pression sur ses adversaires peut lui donner un avantage dans ses combats. Donc, honnêtement, c'est vraiment un difficile pick à faire dans ce combat-là. Là, parce que j'ai l'impression que soit ça peut très bien marcher pour Edson Barboza, c'est soit il peut mettre la pression puis vraiment couper le temps d'analyse que Chikadze a de besoin dans ses combats pour avoir du succès. C'est un combattant que, comme j'ai dit, doit s'être at range, observer les tendances de son adversaire. Puis si tu es constamment dans sa face à lancer des combinaisons, pas le forcer à réagir, pas le forcer à bouger, oui, c'est un combattant qui n'est pas facile tant que ça à mettre la main dessus. C'est un très bon striker avec du très bon footwork. Mais si tu ne laisses pas le temps de réfléchir, ça va être plus difficile pour lui de trouver l'ouverture et de set up sa combinaison. Fait qu'à ce point-là, puis il y a l'autre point qui me dit, est-ce que Edson va juste avancer puis se foutre genre dans un giga kick, dans un head kick, dans un super strike finishing de Giga Chikadze qui a juste tendance à trouver dans tous ses combats. Puis honnêtement, j'ai un feeling en dedans de moi qui, autant j'avais de la misère à croire en Giga Chikadze quand il est rentré dans l'UFC, parce que j'étais là, ce gars-là, le mec qui affronte un wrestler, il va être dans la merde. Puis j'ai peut-être encore un peu de ça dans moi, mais Barboza, s'il y a bien des choses qu'il va faire, il y a une chose qu'il ne fera pas, puis c'est d'essayer d'out-wrestle Giga Chikadze. Fait que j'ai comme l'impression que Barboza est peut-être celui qui va dicter le rythme du combat, peut-être celui qui va lander le plus de coups sur son adversaire, mais s'il y a 5 rondes de temps, à moins que Chikadze se fatigue complètement parce que le pace de Barboza est trop élevé, il va avoir le temps de faire ses reads. Même si Barboza ne lui laisse pas assez de temps, ça va peut-être être plus long avant qu'il établisse ses reads, mais il va réussir à les établir, ça veut dire qu'un moment donné, il va le timer. Puis, d'après moi, je pense que Giga Chikadze va gagner par TKO à quelque part au 3e round dans ce combat-là. Et puis, on va aller vite pour le reste de la carte, je vous le dis. Là. Brian Battle, Gilbert Urbina, qui sont ces gens? J'en ai aucune idée. Ça a l'air que c'était tough, mais écoute, tu pourrais même pas me payer pour écouter The Ultimate Fighter. Là, on s'entend, c'est
Le show qui a le moins rapport dans toute la vie, surtout depuis que le Contender Series est là, c'est à se demander pourquoi ça existe encore ça. Mais bref, ce que j'ai cru comprendre, Bryan Battle, c'est plus un genre de striker brawler. Gilbert Urbina, c'est un spécialiste du backtake. C'est un gars qui va te battre par rear naked choke. C'est pas mal la seule affaire qu'il fait. Et puis, c'est pas le frère de genre Hector Urbina et les autres qui étaient là dans l'UFC. Je pense que oui. Mais tout ça pour dire que honnêtement, ça me surprendrait pas que Battle fasse juste une petite gaffe, se fasse pogner le dos puis se fasse choquer. Sa seule défaite, c'est par soumission. Mais je pense qu'il faut que je le favorise ici parce que. Aïe, check le record, man. C'est du can crushing à l'état pur, ça. Ouais, le meilleur adversaire qu'un des deux a affronté, c'est Sean Brady. Puis évidemment, c'est Gilbert Urbina, puis il a perdu. Mais Bryan Battle, là, je check sa fiche. Il a battu toutes ses victoires. Le combattant Ben Fowler 0-0, 2-1, 0-2, 2-1, 1-0. Puis il a perdu par soumission contre un gars qui avait une fiche de 3 victoires, 5 défaites. Ouf. On dirait que j'ai plus envie de pick Battle, là, soudainement. Fuck that, je pick Urbina. Mais Urbina par soumission. C'est ça mon pick. Non, c'est pas ça mon pick. Le doute. Regarde, c'est ça mon pick. Je m'en crisse. Les Ultimate Fighters, c'est de la mal. Urbina, soumission, deuxième round, rear naked choke. Merci, bonsoir. Ensuite, Ricky Turcios contre Brady Easton. Ça, c'est drôle parce que c'est l'autre finale de Tough, mais j'y connais, ces gars-là. Je sais c'est qui. Easton, je le connais juste parce qu'il a la même fiche que Bryan Battle, là, basically. C'est un gars qui a perdu, qui a gagné contre des gars qui n'avaient jamais gagné, qui a can crush complètement, puis que sa seule défaite en carrière, ben, c'est contre le Canadien Chad Annaliger, son seul combat qui s'est rendu, qui était moindrement compétitif, puis il a perdu par TKO au troisième round. Ricky Turcios, lui, je sais c'est qui, parce qu'il y a un style bizarre. C'est un peu comme Sam Alvey, un combattant, puis ça, c'est dans le preview de Bloody Elbow qui ont dit ça, puis c'est vraiment quelque chose de curieux. C'est clairement un droitier, mais qui travaille southpaw, puis qui fait juste lancer des jabs et des check-ups. Genre, basically, c'est ça sa game. C'est quelqu'un qui va, la majorité du combat, être southpaw, mais qui fait juste pas se servir de sa main gauche. Jamais. Comme Sam Alvey, tu sais, Sam Alvey, tout le monde est là, oui, lui, il sort pas, puis il veut juste te lancer une grosse main gauche. Oui, il lance une grosse main gauche, entre guillemets, mais à chaque fois qu'il knock son adversaire, c'est avec le right hook après, qui est un check hook dans le fond, vu qu'il saute pas. Mais c'est un peu la même affaire pour Turcios, moins le knockage du monde. Fait que je pense que début de combat, ça risque d'être. J'ai même pas changé cette affaire. Début de combat, ça risque d'être compétitif parce que Easton, c'est là qu'il va avoir le plus d'énergie. Puis c'est un bon lutteur, c'est ça qu'il fait. Là. Brady Easton, basically, c'est un lutteur. Puis il va essayer de lutter son adversaire, Turcios, qui est quand même difficile à out-wrestle. Puis plus le combat va avancer, plus Ricky Turcios va avoir l'avantage dans ce combat-là. Et c'est pourquoi je prédis une victoire par décision de Ricky Turcios. Et ça nous mène à l'autre combat que j'ai envie de vous parler, basically. Kevin Lee, Daniel Rodriguez. Puis je vais y aller très short and sweet avec mon analyse ici parce que c'est juste ça le read sur le combat. Kevin Lee est excellent en lutte. On le sait très bien. Son striking est correct, mais sert plus à set up ses shots que d'autres choses. Le problème avec Kevin Lee, c'est qu'il s'autodétruit. Il s'autodétruit à lightweight, il s'autodétruit à welterweight, encore plus vite qu'à lightweight, on a eu l'impression. Puis tu sais, Daniel Rodriguez s'est fait takedown par Mike Perry. J'ai aucun doute que Kevin Lee va out-wrestle Daniel Rodriguez. Le problème, c'est que quand Kevin Lee va complètement gas out puis va fall apart, oui, il va sûrement avoir gagné les 2 premiers rounds contre Daniel Rodriguez en l'out-wrestlant. Est-ce qu'il va réussir à survivre le 3e round contre quelqu'un qui est absolument crissement dangereux, qui est absolument calme à range, puis qui va chercher ses shots, mais qui va lancer beaucoup plus de volume que Giga Chikadze. C'est pas le même style de striker non plus. Mais tu sais, Daniel Rodriguez a un très bon jab. Le travail derrière son jab, lance en combinaison, a des bons kicks. Puis c'est un gars qui ressent très bien ce qui arrive dans le combat, puis sent quand son adversaire est fini, puis il est capable de turn up un notch pour justement augmenter le pace, puis s'assurer qu'il n'y a pas de décision des juges. Donc, tu sais, Kevin Lee est quand même tough. C'est un gars qui a plus tendance à se faire soumettre qu'à se faire finir par strike. Daniel Rodriguez n'est juste pas un grappler.
Donc, je pense que je vais donner le bénéfice du doute à Kevin Lee. Je pense que je vais lui donner le bénéfice du doute, puis je vais me dire qu'il va complètement se faire défoncer à la gueule au troisième round, mais il va être assez tough, puis il va pas se faire finir comme ça. Donc, il va gagner 2 rounds à 1 le combat. Fait que pour cette raison-là, je vais pick Kevin Lee. Mais honnêtement, à 170 livres, 135 livres, tabarnouche, aucun de ces gars-là peut faire 135, mais à 170 livres, qui est déjà pas sa division, qui est allé, ça n'a pas marché, donc il est revenu à 155, mais là, il a raté le poids, donc il se fait un peu forcer à se battre dans la division où il n'est pas confiant déjà, puis on s'entend que Kevin Lee, c'est tout dans la tête que ça se passe avec lui, c'est un gars qui, tu sais, il y a tellement de combattants quand il gazote, se battent bien, gazote, mais Kevin Lee, ça vient tellement lui jouer dans la tête qu'il ne sait plus quoi faire, puis il donne le combat rendu là, basically. Fait est-ce que ça va arriver assez vite pour que Rodriguez le finisse? C'est ça qu'on ne sait pas. Mais honnêtement, c'est le genre de combat où je pique Kevin Lee. Je risque de gager sur Daniel Rodriguez parce qu'il est underdog un peu sur les odds. Puis je pense que c'est vraiment un combat où il y a une bonne chance de gagner ça, un genre de comeback win au troisième round. Mais j'ai quand même Kevin Lee par décision ici. Ensuite, André Petroski, Michael Gilmore, ça c'est hilarant. C'est genre, dans le fond, Michael Gilmore, à ce que j'ai cru comprendre, il y a quelqu'un qui s'est blessé à Tough. Puis là, ils ont comme appelé Michael Gilmore qui n'était pas dans Tough. Puis ils ont dit, hey, viens donc dans Tough te battre. Puis il s'est pas été là, il s'est fait soumettre au premier round comme s'il était absolument fuck all. Mais ça a l'air que pour le remercier, il lui donne un combat dans l'UFC contre André Petroski qui est de loin un des meilleurs prospects là, de cette division-là. Puis, écoute, quelqu'un qui a une grosse qualité de Kevin Lee dans lui. D'un, lui aussi, c'est un genre de gros gars athlétique, bully, qui va essayer d'out-wrestle ses adversaires. Mais lui aussi, les seules fois qu'on l'a vu perdre, c'est contre, dans Tough, contre Battle, si je me trompe pas, c'est ça, Final Middleweight, le Battle. Je l'ai pas écouté, fait que regarde, je le sais pas, mais il a perdu dans Tough. Puis j'ai entendu dire qu'il a perdu dans Tough exactement la même manière qu'il a perdu contre Aaron Jeffrey. C'est-à-dire qu'il gagnait, un moment donné, il s'est fatigué, s'est mis à être un peu dans sa tête, puis il n'a plus trop savoir quoi faire parce qu'il était plus capable d'être super gros et athlétique et explosif parce qu'il était fatigué. Puis là, il s'est retrouvé dans des situations de clinch où il était un peu mou. Puis, tu sais, Jeffrey s'est collé 2-3 bons genoux dans la face avec des coups de poing. C'était un finish assez violent de la part d'Aaron Jeffrey dans ce combat-là. Et puis, ça a l'air que Battle, il a fait exactement la même affaire. L'affaire, c'est que ça n'arrivera pas contre Michael Gilmore. Là, je ne sais même pas pourquoi je vous parle de ça. Il va complètement battre Michael Gilmore, probablement même le soumettre au premier round, comme ça arrive toujours à Michael Gilmore. Mais c'est ça. C'est ça que j'ai à dire. André Petroski, grosse qualité de Kevin Lee dans ce gars-là. Il a l'air vraiment excellent, mais c'est un peu Glass Cannon, genre le gars qui est excellent jusqu'à temps que tout fall apart puis il se fait finir. Déjà, ok, bizarre. Et ça nous mène à un combat où Mahmoud Mouradov va complètement décrisser le pauvre Gerald Mearshart qui est slow sur ses pieds. Il n'y a pas de mauvaise technique de boxe, il n'y a pas de mauvaise technique de rien, mais il est slow sur ses pieds. Puis il n'amènera pas Mahmoud Mouradov au sol, il ne sera pas capable de faire ça. Donc, il va se faire péter la gueule debout. Ça va finir par knockout. Au deuxième round, d'après moi, c'est un bon guess, mais ça pourrait arriver avant et ou après ça. Je pense que Mouradov va le finir. Cependant, je suis assez confiant. On tombe sur les prelims. Alessio Di Chirico, Abdul Razak Alassane. Abdul Razak Alassane n'a pas gagné aucun de ses 3 ou 4 derniers combats. Tu as peu juste sa fiche, là, pas loin ici. Je pense que c'est 3 ou 4 défaites en ligne. C'est 3. Mounir Lazez, Chaos Williams qui l'avait décollé en 30 secondes, puis Jacob Malkoun, de moins en moins compétitif à chacun de ses combats. Et puis la seule affaire qu'il faisait avant ça, dans toutes ses victoires, c'était de knocker des gens au premier round. 25 secondes, minute 23, 47 secondes, minute 26, 40 secondes, 57. 53. Oh, 4 minutes 21, 3 minutes 47. Sabon Massi, les 2 fois, qui est le gars qui l'a amené le plus loin, 43 secondes. Donc, tu sais, il n'a jamais gagné un combat qui est allé plus loin que basically la 4e minute du premier round. Et puis, Alessio Di Chirico n'est pas si bon que ça, mais c'est jamais fait knocker. Et donc, j'ai Alessio Di Chirico par décision. Et ça nous mène dans un excellent combat entre Sam Alvey et Wellington Turman. Puis,
Honnêtement, Wellington Turman est le genre de gars qui essaie de brawler un peu mindlessly pour se retrouver dans le clinch où il essaie de lutter ses adversaires, même s'il est vraiment pas un si bon lutteur que ça au niveau de l'UFC. Puis ça, c'est exactement le style qui fait que tu te fais décalisser par Sam Alvey. Puis là, je m'en allais dire, ben c'est simple de même, c'est Sam Alvey. Sam Alvey, puis j'ai pas là la fiche de Sam Alvey, puis je me suis rendu compte qu'à ses 6 derniers combats, il y a une fiche d'aucune victoire, 5 défaites et un combat nul. Puis oui, c'était absolument tout à 205 livres. Mais le gros, je peux pas piquer Sam Alvey. En fait, Julian Marquez, ça devait être à 185, ça, son dernier combat. Ouais, donc il est revenu à 185 depuis un combat, puis il a perdu. Puis c'est comme, c'est Wellington Turman, c'est comme, tu vas essayer d'out-wrestle Sam Alvey, vraiment. Sam Alvey, comme disait sur le preview de Bloody Elbow, côté lutte, il y a vraiment une qualité de Derrick Lewis que tes gens me semble que ça devrait être facile de take down ce gars-là, puis ce mort, ça ne l'est jamais vraiment, puis c'est encore moins facile de le garder au sol, puis personne ne comprend vraiment pourquoi, mais c'est juste ça. Donc, tu sais, man, genre, le match-up est vraiment en faveur de Sam Alvey, mais Sam Alvey ne gagne rien que plus. Donc, j'ai comme de la misère à dire Abdul Razak Al-Hassan, si tu gagnes plus facile, je pique Dichirico, même s'il n'est pas si bon que ça. Je devrais faire la même affaire ici là, avec Wellington Turman contre Sam Alvey, mais le match-up est tellement. C'est tellement le genre de fight que Sam Alvey ne perd pas habituellement. Regarde, big fuck it, si je pique Sam Alvey, man. Je change mon pick direct là. Direct là, je m'en crie. Sam Alvey, c'est toi mon boy, tu vas gagner. Let's go. Ça nous mène à Dustin Jacoby contre Darren Stewart. Et puis, ben, je sais pas pourquoi Darren Stewart veut rester à 205 livres. Je pense pas que c'est une bonne idée parce que la seule affaire qui faisait de lui quelqu'un d'un peu compétitif à 185 livres, c'est qu'il est immensément explosif et athlétique, puis il peut out physique à peu près n'importe qui dans la division qui n'est pas Eric Anders, genre. Puis ça fait qu'il est compétitif, même s'il n'est pas vraiment bon debout, il n'est pas vraiment bon en lutte, il n'est pas vraiment bon au sol. Puis là, se retrouve juste à 205 contre un gars de 6 pieds 3 qui a 76 pouces de reach, puis qui va vouloir le jabber, puis le leg kick at range. Puis il ne gagnera pas, là. Il ne gagnera pas ce combat-là. Dustin Jacoby, c'est mon pick ici par décision et ça nous mène. Un combat à JJ Aldrich, Vanessa Demopoulos, JJ Aldrich. All the way, JJ Aldrich, all the way, Vanessa Demopoulos. D'un n'est pas une 125 livres, c'est absolument une strawweight. Elle pogne ça sur short notice, donc elle se bat à 125 pour la première fois de sa vie. Elle a une fiche de 6-3, puis c'est comme, oui, elle est agressive, elle va essayer de mettre genre des mains sur son adversaire puis tout, mais moindrement que quelqu'un, tu sais, a une mini-avantage à quelque part contre elle, elle va en profiter puis elle va la battre. Tu sais, Lupita Godinez était une vraiment meilleur striker qu'elle. Puis oui, Demopoulos est tellement game, puis a continué de mettre la pression, qui a fatigué un peu Lupita, puis ça a fait que le combat a été compétitif à la fin, mais elle te l'a complètement défoncé debout là, à chaque fois que Demopoulos rentrait, elle se faisait accueillir avec une combinaison de 2 punches en pleine gueule. Corey McKenna, c'est un peu la même affaire qui est arrivée. Donc, tu sais, moindrement que tu as un petit avantage, que ce soit debout, que ce soit au sol contre elle, tu risques de la battre. Puis JJ Aldrich n'est pas la fille qui est excellente debout, ni excellente au sol, mais c'est vraiment une très bonne all-rounder. Fait qu'on a une all-rounder vraiment sloppy ici, qui est une all-rounder, pas parce qu'elle est bonne partout, c'est parce qu'elle n'est pas vraiment bonne nulle part. JJ Aldrich, son cas, c'est vraiment qu'elle est bonne partout dans tous les aspects du MMA. Donc, j'ai JJ Aldrich par décision. Ici, ça nous mène à ce qui est de loin là, le combat des prelims, Jamal Emmers, Pat Sabatini. J'espère que Jamal Emmers n'aura pas de trouble de dos. C'est lui qui avait des spasmes, me semble, à son dernier combat, puis il n'a même pas pu faire le walkout. Puis là, tu avais son pauvre adversaire. C'était qui ça déjà, man? Le pauvre dude, il était là dans la cage. Puis Chaz Kelly, ben oui, Chaz Kelly, exactement. Chaz Kelly qui était là, puis il attendait. Chris, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ça faisait des millénaires qu'il ne s'était pas battu. Mais bref, mon read ici, c'est un peu de Pat Sabatini, c'est un wrestle boxer qui se fie vraiment sur ses mains pour set up ses takedowns. Et puis, Jamal Emmers est exactement le genre de grand gars, un peu à la Dustin Jacoby, là, qui va essayer de rester at range. Puis, ce qui est intéressant ici, c'est que je me demande qui va reculer.
Honnêtement, parce qu'Hammers aime bien ça, se mettre sur son bicycle, travailler avec son jab, travailler avec ses longs kicks, garder son adversaire très loin parce que c'est un grand et long featherweight. Sabatini, lui, est plus stocky, un peu, va essayer de rentrer en dedans avec sa boxe pour aller chercher les takedowns. Là où ça va être dur, c'est que Jamal Hammers, à la base, c'est un lutteur, lui aussi. Fait que si tu essaies de vraiment mettre la pression pour aller chercher les takedowns, c'est le genre de game où il excelle vu qu'il aime quand même ça, travailler sur le reculon. Fait que j'ai l'impression que les takedowns de Pat Sabatini vont principalement être télégraphiés ici, puis ça fait que j'ai pas le choix de pick Jamal Hammers dans ce combat-là. Et puis, le premier combat de la soirée, Mana Martinez, Guido Canetti. Guido Canetti a 41 ans. Ça fait combien de temps qu'il gagne plus vraiment au niveau de l'UFC? Le gars s'est fait littéralement knocker par Dana Batgerel, là, son dernier combat. Avant ça, il s'est fait choquer par Marlon Vera. Il a battu Diego Rivas en 2018, ce mort, mais avait perdu contre Kyung Oh Kang avant ça, puis contre Henry Briones par soumission avant ça. Donc, garde. Mana Martinez, c'est pas quelqu'un qui m'épate vraiment. Là. Ça a l'air du genre de gars qui arrive puis qui essaie de swarmer son adversaire en quelques secondes avec des combinaisons au premier round, mais va être plus athlétique et plus puissant que le vieux Guido Canetti qui a 41 ans. Donc, pour cette raison-là, honnêtement, je vais y aller avec Martinez par first round KO. Puis ça va conclure mes analyses et prédictions pour la carte de l'UFC Vegas 35, Barboza Chikadze. Bon main event, le reste, pour vrai, c'est du trash. Je comprends pas pourquoi j'en ai parlé. À part Kevin Lee, à part le combat entre Jamal Hammers puis l'autre chum, Pat Sabatini. Puis, tu sais, Mahmoud Muradov, Gerald Bouchard, c'est pas des bons combattants. Muradov, je pense, c'est quelqu'un qui a des chances de devenir un top 15 fighter dans le futur. Donc, tu sais, quelques moments ici et là, le restant de la carte, c'est vraiment très bof, mais le main event est excellent. Puis je pense que pour ça, ça vaut la peine d'être écouté. Donc, c'est ça. On écoute ça samedi. On s'en parle dimanche sur le podcast. Et puis,